Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur la question des limites de la méditation. Quelles sont les limites de la méditation assise? Certes, la méditation assise est une exploration probablement essentielle dans un chemin spirituel, même si la méditation ne convient pas, ne semble pas convenir pour tout le monde. La méditation offre une possibilité de plonger de façon intense avec des outils multiples et donc elle est une richesse extraordinaire. Pour autant, la méditation a des limites dans une voie, c'est une évidence. Et donc, je vous invite à regarder 3 enseignants pour aborder ce sujet. Tenzin Palmo, Salim Michael et Gangaji. Je vous invite, en commençant avec Tenzin Palmo. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que la pratique du Dharma, c'est pas juste s'asseoir en méditation formelle, de lire des livres, c'est pas juste aller dans des centres du Dharma comme ici. C'est ce que nous faisons avec notre esprit, avec ce que nous faisons avec notre esprit pendant notre journée. Qu'est-ce que nous faisons, instant après instant, quel que soit le travail que nous faisions, soit nous sommes conscients, soit nous ne sommes pas conscients. Donc, cette conscience, cette présence attentive, parce que notre esprit aime généralement être dans tous les sens, partout. Nous aimons beaucoup être distraits, parce que l'esprit est tout à fait heureux d'être dans le passé ou le futur, mais il se sent un peu mal à l'aise dans le présent, et il essaie d'y rester le minimum. Il faut que nous entraînions notre esprit à être différent. Nous ne pourrons jamais être dans la conscience pendant la journée si nous ne mettons pas ça au centre de notre engagement. Donc la question maintenant, c'est comment nous entraîner pour être davantage dans la conscience. Il y a différents moyens d'approcher cela. Donc, la question c'est comment apprendre cette compétence, cette habileté. Pour toute compétence, il faut pratiquer. Si vous voulez être musicien, si vous voulez être un artiste ou un danseur ou un footballeur, si vous voulez apprendre une langue, il faut pratiquer. La pratique, ça veut dire qu'on le fait encore et encore et encore. Et peu importe s'il faut recommencer encore et encore, on fait la mauvaise note ou on se casse la figure. Non, on se relève et on recommence. Et si on continue à pratiquer, au bout d'un moment, le cerveau, les chemins des neurones comprennent et ça devient quelque chose de spontané d'un coup. Mais au début, il n'y a rien qui est spontané. Tout le monde doit apprendre à faire quelque chose. Et c'est quelque chose sur lequel l'esprit résiste, l'ego. L'esprit égoïste ne veut pas être dans la pleine conscience. Donc nous devons nous encourager. Et nous aider à comprendre que si nous étions davantage conscients, nous nous sentirions tellement mieux à l'intérieur, quand nous ne sommes pas balayés par toutes nos pensées, toutes nos sensations. N'est-ce pas? Donc, le Bouddha était très pragmatique. Et donc il a dit, tout d'abord, commencez par quelque chose de très évident, le corps.
Les postures du corps, essentiellement, il y a 4 postures. Debout, assis, en train de marcher et allongé. Toutes les autres postures, ce sont des variations de cela. Donc, quand nous sommes en train de marcher, nous savons que nous marchons. Quand nous sommes assis, nous savons que nous sommes assis. Quand nous sommes debout, nous savons que nous sommes debout, etc. Normalement, quand nous marchons, quand nous sommes debout ou allongés, nous sommes totalement inconscients de ce que fait notre corps. Sauf peut-être les dames qui sont qui ont des talons aiguilles, elles sont tout à fait conscientes du fait qu'elles marchent. Mais normalement, nous avançons, nous marchons et nous n'avons aucune idée de nos mouvements. C'est pour ça que je cherche toujours mes lunettes. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? D'habitude, elles sont sur mes yeux ou sur ma tête. Donc, un moyen très simple, c'est quand nous marchons dans la rue, ou dans le couloir, chez nous, dans notre bureau ou dans les escaliers, simplement de reposer notre esprit sur la conscience des mouvements du corps. C'est très simple. Quand nous marchons, nous savons que nous marchons, nous le ressentons. Nous n'en parlons pas particulièrement. C'est ça le problème. Parce que nous commençons à marcher et nous sommes conscients des sensations du pavé sous nos pieds. Et puis nous commençons à penser, oh, je suis conscient des pavés sous les pieds. Je suis très conscient, très attentif. C'est très facile d'être attentif. Je ne dis pas pourquoi les gens... C'est difficile d'être dans la pleine conscience, parce que je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, c'est très facile. Et nous sommes repris dans le flot de nos pensées. Nous avons perdu la capacité à être conscient. Ce qui est très intéressant avec le témoignage de Tenzin Palmo, c'est qu'elle nous dit clairement que la méditation, si elle est conçue comme une pratique ponctuelle, cela n'est pas suffisant. Puisque l'essentiel de notre vie se passe en dehors de ces moments particuliers d'assise. Et donc, Tenzin Palmo nous invite à considérer l'ensemble de notre vie, l'état d'esprit dans lequel nous abordons chaque instant de notre vie. Et c'est là, effectivement, le cœur d'une pratique spirituelle. Et les moments de méditation, qui sont une aide précieuse, ne peuvent pas recouvrir tous ces moments de notre vie quotidienne. Et donc, Tenzin Palmo souligne, selon sa vision, cette question, cette réalité de la conscience. Donc, pour elle, la conscience est au cœur de ce dévoilement du sens même de la vie. Suis-je consciente, conscient, à cet instant, dans mon activité, en train de manger, en train de parler, en train de faire? Donc, la question est simple. Suis-je consciente, conscient ou pas? Bien évidemment, très souvent, nous sommes pris par nos pensées, nous sommes pris dans nos rêves, nous sommes pris dans l'agitation,
etc., etc. Et il n'y a pas conscience. Et encore moins conscience de la conscience. Donc, ce que nous propose dans cette vidéo Tenzin Palmo, c'est un premier outil pour justement déployer, aller au-delà des limites d'une pratique ponctuelle, d'une méditation assise, à savoir ce rapport particulier du corps, de la conscience du corps, dans les différentes positions de la journée, assise, être debout, être allongé et marcher. Donc, ce sont des outils précieux pour justement dépasser ces limites de la méditation, pour découvrir pleinement ce que nous sommes, la réalité de ce que nous sommes dans l'instant, avec cette conscience de la posture, revenir dans la sensation du corps. Je vous invite maintenant à regarder la deuxième vidéo, celle de Salim Michael. Ce nada a une continuité ininterrompue. Si je fixe, tout à l'heure j'ai dit, si j'ai une seule pensée fixée sur quelque chose de positif, ça écarte toutes les autres pensées indésirables de moi. Ce nada a une continuité. Nous n'avons pas cette continuité d'ordinaire. Mais ce nada est là. Je dois fixer ma pensée sur ce nada en sachant que c'est une corde de grâce entre les divins et moi-même. Je ne dois plus jamais le perdre dans la journée. Je dois arriver un jour, mais pas une fraction d'une seconde. Je ne vous demande rien que je n'ai pas fait moi-même. N'est-ce pas? Tout ce que je vous demande, c'est parce que je sais la valeur et l'importance pour vous. Si vous arrivez pas une fraction d'une seconde de perdre le nada, vous avez écarté les autres pensées de vous et vous vous rapprochez à Dieu en vous-même. Parce qu'il est en vous ce nada. Et vous fixez votre pensée là-dessus en parlant, en lavant quelque chose, en épluchant une pomme de terre. Qu'est-ce que vous recevez comme indice d'éplucher une pomme de terre? Mais elle est vivante, je le sens. Ce matin, j'ai gratté des carottes et coupé une pomme. J'étais en train de travailler sur moi-même avec intensité. Et la carotte m'avait parlé, et la pomme m'avait parlé. La carotte souffre quand je la gratte. C'est une vérité, elle est vivante. À sa manière, elle a sa forme de conscience. On ignore généralement. Elle me nourrit, autrement, s'il n'est pas vivante, elle ne peut pas nous nourrir, n'est-ce pas? Vous voyez que j'ai besoin de support pour rester concentré. J'ai besoin de support pour me protéger. Je ne dis pas de la vie extérieure, mais de moi-même. Ce n'est pas de l'extérieur que je dois me protéger, mais de moi-même, de mes pensées ordinaires,
de mes peurs, des peurs non fondées, la plupart du temps, si on les voit, elles ne sont pas fondées. J'ai besoin de support, et ce nada est un étonnant support. À la fois pour ma méditation, pour que je ne me perde pas, et à la fois dans la vie active, pour que je ne fasse pas quelque chose, dis quelque chose, ou imagine quelque chose qui sera à mon détriment après. Pourquoi je vais écouter le nada? Comme support pour être présent à moi-même d'une manière qui ne m'est pas habituelle. Toujours, Salim dit d'une manière qui ne m'est pas habituelle. Si vraiment vous comprenez l'importance de ce nada, vous allez voir qu'il revient dans la journée de lui-même pour vous aider, pour vous rappeler, et reprenez-vous. Mais il faut en apprendre de se reprendre au cours de ce qu'on est en train de faire. Salim Michael nous introduit un moyen précieux qui est celui du Nada Yoga, qui est cette écoute de ce son à l'intérieur de notre tête. Et là aussi, Salim met en exergue, à sa façon, le fait que dans nos vies, il n'y a pas de continuité. Nous sommes emportés ici et là par nos pensées, nos désirs, nos émotions, les images, les stimulations extérieures, telle une feuille balayée par le vent. Et donc, ce que Salim nous apporte, ici, dans cette vidéo, c'est là aussi un moyen précieux, qui est cette écoute du nada comme un moyen, un support pour rester en connexion avec l'instant présent, avec la réalité de ce que nous sommes. Ou Salim dirait, pour rester relié à cet infini, nous rapprocher de ce divin en nous-mêmes. Et donc la méditation ne suffit pas. Elle permet d'aller en profondeur, vivre des expériences ou des réalités, parfois d'une très grande puissance, beauté. Et le but d'une pratique spirituelle reste la vie de tous les jours. Et dans quelle mesure notre méditation s'arrête au moment où nous quittons notre coussin? Comment faire pour prolonger cette méditation, ses effets, cette plongée en nous-mêmes, cette réalisation de cette conscience infinie en nous tout au long de la journée. Et donc Salim nous propose l'écoute de ce nada comme un support qui, par sa continuité même, peut justement nous guider et nous maintenir dans cette réalité profonde en nous-mêmes. Je vous invite maintenant à regarder une troisième vidéo, celle de Gangaji. Avant de rencontrer mon maître, j'avais longtemps pratiqué la méditation. Je m'étais lancé dans une quête spirituelle 20 ans auparavant et j'avais eu de belles expériences avec différentes traditions. Des expériences vraiment extraordinaires. Mais je trouvais qu'elles avaient toujours un début, un milieu et une fin. Et quand elles prenaient fin, je me retrouvais sur un terrain de souffrance. Donc, si cela correspond à votre expérience et que vous avez par exemple une belle pratique de méditation, mais aussi quelque chose qui reste sans réponse dans les tréfonds de votre être, alors je propose simplement de vous offrir la possibilité d'une enquête directe.
Non pas une nouvelle pratique, et surtout pas un dogme, mais l'enquête directe de qui vous êtes. Cela ne consiste pas en ce que vous faites, ni en ce que vous pratiquez, ni en ce que vous avez accompli, mais en qui vous êtes. Qui êtes-vous? Quand votre attention est tournée vers la profondeur de cela, il y a une réalisation qui ne dépend pas d'une pratique ou d'une croyance ou de votre histoire, du passé ou de l'avenir. C'est la complétude de la reconnaissance de soi. Donc, je ne suis pas missionnaire, je ne cherche pas d'adhérents à cette enquête. Mais si vous avez trouvé que quelle que soit votre pratique, il y a toujours quelque chose qui manque, alors je vous invite à l'enquête la plus profonde. Posez-vous cette question, qui suis-je? Qu'est-ce que ceci? C'est quoi ma vie? Et peut-être la plus essentielle, avec tout le va-et-vient dans ma vie, qu'est-ce qui reste immuable, sans âge, toujours présent? C'est une grande découverte. Ce qui est très intéressant avec ce dernier témoignage de Gangaji, c'est qu'elle nous propose un outil en dehors de la méditation. Autant les deux précédents proposaient des formes d'extension de la méditation, comme si la méditation venait embrasser l'ensemble de notre vie, dans chacune de nos pratiques, avec cette connexion, cette conscience à l'instant présent de ce qui est. Ici, Gangaji nous invite à un questionnement profond en lien avec ce que nous sommes, accéder ici et maintenant, en dehors même de toute concentration, de tout effort, à une réalité déjà présente, et même à une des réalités en nous-mêmes, ici présente. Et donc ça aussi, ça surtout, c'est quelque chose de précieux, que cette approche, que ces questionnements, en dehors de nos pratiques, ce retournement vers la nature de notre être, vers la nature de notre quête, vers la nature de ce que nous sommes, de ce qui est. Donc cela aussi est essentiel dans un chemin spirituel. Et cela, d'une certaine façon, est différent de la méditation. Et c'est pour ça que cela aussi est essentiel à pratiquer, soit comme un axe principal dans un cheminement, soit comme une aide supplémentaire, pour qu'il y ait un nouveau recul, une nouvelle prise de repère intérieur, indépendant de nos pratiques de méditation, pour qu'il y ait un recul particulier qui puisse se faire dans un lâcher-prise et une ouverture à ce qui est à chaque instant en nous-mêmes. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt.